Madame, Monsieur, bonsoir. Nouvelle victoire diplomatique pour le Maroc à Addis Abeba avec cette élection unanime à la présidence de la 57e session de la Commission économique pour l'Afrique, la CEA, et de la conférence des ministres africains des Finances. Ce succès éclatant, le Royaume le doit à la confiance des États membres envers le leadership économique marocain. Face à ces liens de confiance, justement, la tentative de sabotage orchestrée par le voisin de l'Est fut vaine. Et nous en saurons plus dans cet épisode. Mais l'essentiel pour nous, c'est surtout de comprendre en compagnie de nos éminents invités les enjeux de cette élection, et ce à travers l'analyse des missions et prérogatives de cette commission économique pour l'Afrique. Quel sera le rôle de cette commission pour appuyer la réalisation des projets essentiels pour le continent dans sa globalité et pour chacun des pays membres individuellement? Enfin, si cette 57e session est placée sous le thème de l'accélération de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf, où en est justement ce projet, le plus grand pacte de libre-échange au monde en termes de nombre de signataires, et qui promet de faire de l'Afrique un acteur moderne, industrialisé, cohésif et influent sur une scène mondiale paralysée par les conflits géopolitiques et donc une fragmentation géoéconomique. J'accueille pour le débat de ce soir, professeur Zakaria Abou-Dahab. Bonsoir, professeur Abou-Dahab. Bonsoir, Lala Khadija. Quel plaisir de retrouver en plein ramadan. Largement partagé. Se joint à nous depuis Addis Abeba, professeur universitaire et expert auprès de la CEA. Nabil Jidlan, bonsoir et bienvenue à vous également dans Questions d'actu. Merci et merci pour l'invitation. C'est vraiment un plaisir de me retrouver avec vous dans cette émission. Marhaba bik. Ma première question vous est destinée justement. La CEA, c'est donc un pilier du développement africain, on l'a bien compris, développement économique. Si on revenait avec vous d'abord sur le rôle, les missions et les prérogatives de cette commission. Effectivement, la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, c'est l'une des 5 commissions qui s'occupe de développement économique durable au niveau mondial. Chaque commission est spécialisée dans un continent. La CEA, c'est spécialisé dans le continent africain. Donc, la commission est chargée d'évaluer le contexte mondial pour apporter les réponses nécessaires aux enjeux de l'économie africaine, pour justement aider les pays à dépasser leurs obstacles de développement et par conséquent améliorer le niveau de vie des Africaines et Africains. In fine, c'est ça le but. Mais c'est la théorie aussi, bien hein. signalé, en théorie, n'est-ce pas? Oui, mais bon, lorsqu'on parle de la ZLECAf, théoriquement, mais même pratiquement, c'est ça le but. Le but, c'est d'améliorer le niveau de vie des Africaines et Africains. Hein. D'ailleurs, la vision est portée sur la prospérité en Afrique. Hein. On parle de prospérité pour l'Afrique. Donc c'est ça l'objectif principal. Mais le comité à laquelle j'assiste, comité des experts intergouvernementaux, c'est en quelque sorte le conseiller technique et stratégique de la CEA, de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Dans ce comité des experts intergouvernementaux, on examine tous les rapports et études établis par la CEA sur les questions notamment économiques et de développement durable, mais également on évalue la mise en œuvre des programmes et des projets de la CEA pour s'assurer qu'ils sont en phase avec les derniers événements mondiaux, mais également continentaux. On formule les recommandations au gouvernement africain et aux ministres, et par conséquent, on prépare aussi la conférence des ministres qui se tiendra lundi, mardi prochain. D'ailleurs, ce comité sert d'instance préparatoire pour cette conférence des ministres.
les discussions et décisions techniques prises par le comité des experts intergouvernementaux sert de base aux ministres des Finances africains pour justement prendre leurs décisions sur le plan politique, mais également adopter les différentes résolutions. Donc voilà, nous sommes, comme j'ai dit au départ, le conseil technique et stratégique de la conférence des ministres au niveau africain. Et ce sera le ministre de l'Industrie et du Commerce, Riyad Mzour, qui présidera cette conférence des ministres, ainsi que des gouverneurs des banques centrales. Après cette élection, parlons à présent de cette élection avec vous, Zakaria Abou-Dahab, professeur de relations internationales. Vous savez comment cela se passe, ce n'est jamais une chose facile de décrocher un siège aussi important que le bras économique de l'ONU en Afrique. Parlez-nous justement des dessous de cette élection. Merci Lalla Khadija et salut à Sinabil Jdlan depuis là où il est. Il est vrai que, d'abord rappelons que rapidement dans la foulée ce que Nabil vient de dire, que la commission a été créée en 1958. Elle a été abondée du point de vue de ses statuts deux fois, 68 et 78, et qu'il faut dire que les éléments, les premiers, apparaissaient déjà les années 40. Au lendemain de la création de l'ONU. D'abord, il faut rappeler une chose importante, c'est que cette commission agit sous la supervision du Conseil économique et social. Et je rappelle pour les téléspectateurs qu'il est constitué de 54 États. Il y a une sorte de représentation géographique, par exemple, il y a l'Europe occidentale, il y a l'Europe orientale, l'Afrique, etc. Et le Conseil économique et social, c'est lui, par résolution, qui avait créé, en 58, la Commission économique de l'Afrique relevant des Nations Unies. Lui-même, le Conseil économique et social agit sous la conduite de l'Assemblée générale. Et donc, on peut considérer qu'il s'agit là d'une commission principale. Alors, au niveau africain, il est constitué de 54 États, et il faut le souligner. Et c'est une manière pour nous de dire que l'Union africaine doit se conformer avec l'ONU. Ça veut dire qu'elle doit absolument prendre en considération le statut des États, les vrais au sein de cette organisation. Au niveau du continent, il y a 5 sous-commissions régionales. Le bureau de l'Afrique du Nord, ça inclut même, il faut le rappeler, le Soudan se trouve à Rabat, je pense pas loin, c'est à Riyad. Exact. Et c'est une élection qui respecte d'abord le règlement intérieur de la Commission économique de l'Afrique des Nations Unies. Ça veut dire que majoritairement, les États africains avaient voté pour le Maroc, compte tenu premièrement de son action au niveau africain de façon générale et au niveau de l'Union africaine de manière particulière, les prouesses, les réalisations sur le terrain, sur le plan économique, ces projections au niveau de tout le continent, en particulier l'Afrique de l'Ouest, toutes les initiatives, que ce soit en direction des pays sahélo-sahariens et les autres, c'est une élection, d'abord qui couronne des actions qui sont menées sur le terrain, une diplomatie économique clairvoyante et en même temps, le Maroc comme étant l'un des catalyseurs de la zone de libre-échange continentale. Et je crois que la session actuelle, la 57e en l'occurrence, a pris pour thème majeur, c'est comment opérationnaliser la zone de libre-échange continentale. Alors Nabil Jdlan, justement, vous avez parlé des rôles de cette commission économique d'Afrique, évaluer les enjeux, mais concrètement, comment mettre en œuvre les recommandations de comités ou de commissions comme celle-ci pour faire avancer les choses, notamment, ne serait-ce que ce projet de ZLECAf, par exemple? Il faut savoir que, comme vous l'avez bien dit, ZLECAf, c'est le plus grand accord de libre-échange régional du monde. Ça concerne quand même, jusqu'à présent, il est ratifié par 48 pays. C'est vrai que depuis sa signature, depuis son entrée en vigueur le 30 mai 2019 et sa entrée en vigueur, il a commencé officiellement le 1er janvier 2021. Mais effectivement, au départ, il n'y avait pas des avancées notables parce qu'ils ont commencé avec seulement 7 ou 8 pays. Maintenant, nous sommes à 48. Mais il faut savoir que ce projet, qui est un accord de libre-échange, il ne faut pas le considérer comme un simple accord de libre-échange comme les autres. Non, non. C'est plus que ça. Vous savez que ce projet, ce ZLECAf, Zone de libre-échange continentale d'Afrique, a permis en premier lieu de libérer l'Afrique de son complexe.
Parce qu'avant, on ne croyait pas qu'on pourrait mener un projet ensemble. Bon, pour Et l'instant, ça, on est en train de le mener. Encore une fois, je reviens à cette question de théorie. C'est-à-dire que il s'agit de mettre en œuvre ce projet. Oui, beaucoup de pays ont ratifié, mais il persiste des freins à sa matérialisation, à sa concrétisation. Il doit être mis en œuvre à l'horizon 2035 avec une ouverture totale à 10 ans de cette échéance. Où en sommes-nous? Effectivement, c'est le plus grand pacte commercial du genre dans le monde en termes de nombre de signataires. Mais comment, selon vous, on devrait procéder à travers des commissions comme la CEA pour accélérer les choses? Vous savez, je vous rappelle seulement le contexte mondial actuel. Hein, je crois que la mondialisation, on trouve quelques difficultés. Et je crois l'ASLECAF, dans ce sens-là, a son rôle à jouer. C'est une opportunité pour l'ASLECAF. Quand on voit les géants chinois et américains, je pense que l'Afrique a vraiment une opportunité à saisir aujourd'hui. Si les 54 pays parlaient d'une seule voix et saisissaient cette opportunité, cette fragmentation géoéconomique que nous connaissons aujourd'hui dans le monde. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Lorsque j'ai parlé de l'ECAF comme plus qu'un accord de libre-échange, et c'est pour cela, parce que le thème, il faut le rappeler, le thème de la session actuelle, faire progresser la mise en œuvre de l'accord portant création de la ZLECAF, proposition d'action stratégique porteuse de transformation. Et on parle de transformation. Pourquoi on parle de transformation? Parce qu'on compte sur la ZLECAF pour transformer l'économie africaine, pour que l'économie africaine se libère de ce fardeau d'économie de rente spécialisée pour beaucoup de pays dans l'export de matières premières. C'est dans ce sens-là. On compte sur la ZLECAF pour créer des chaînes de valeur régionales. On compte sur la ZLECAF pour développer, pour intégrer les chaînes de valeur régionales. On compte sur la ZLECAF pour repositionner l'Afrique sur le commerce mondial. C'est ça la ZLECAF. La ZLECAF, c'est pas question seulement d'un accord de libre-échange théorique. Non, il est pratique. Il y a des commissions qui travaillent. Et jusqu'à présent, on a établi trois listes de produits à libéraliser. La première, bon, chaque liste a sa tendance et sa vitesse de libéralisation, mais les chances sont en train d'avancer. Vous savez que cette session, on ne parle plus que de la ZLECAF. On a commencé à parler d'intégration monétaire, d'intégration financière. On a commencé de parler de libre circulation des personnels. Je sais que cela, ce n'est pas facile à faire, mais je crois la ZLECAF actuellement, c'est une opportunité pour l'Afrique dans le contexte actuel, dans ces incertitudes géopolitiques, dans cette... Vous voyez comment le changement climatique impacte notre alors qu'il y a une confédération des pays du Sahel qui s'est séparée d'une... ne dépasse pas 10%. Oui. Effectivement, mais cela ne risque pas de s'arranger parce que le contexte actuel, il est aussi régional, il est aussi continental et il est aussi dans une région du Sahel qui aujourd'hui donne le dos au reste de sa région historique, en tout cas de sa communauté économique historique et à la CEDEAO. Donc dans cette fragmentation-là, ou comment vous pensez qu'on pourrait dépasser ces litiges régionaux pour faire avancer davantage cette intégration régionale que vous évoquiez à l'instant? Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Si on n'a pas cette logique globale, continentale d'intégration, si on ne laisse pas de côté ces rivalités historiques, si on pense à l'intérêt national dans l'intérêt continental et penser surtout à l'intérêt de nos citoyennes et citoyens, si on ne fait pas ça, oui, ça ne marchera pas. Oui. Mais moi, je vous pose une autre question. Est-ce qu'on a d'autres choix pour l'instant dans ce contexte actuel? Je crois que la ZLECAF, c'est un vrai projet structurant au niveau africain. Du travail est en train de se faire. Il y a vraiment des avancées notables. Le taux d'augmentation du commerce intra-commercial, et ça c'est important, a augmenté. C'est vrai que ça concerne toujours et surtout les produits primaires, mais il y a une avancée. Nous espérons mieux, mais il ne faut pas dire que la ZLECAF n'a pas d'impact jusqu'à présent. Si, il y a un impact. Il est
il reste quand même faible, mais il y a un impact sur le terrain. Mais moi, comment je vois la ZLECAf et c'est presque la seule alternative pour justement protéger l'Afrique de ces événements et de cette instabilité géopolitique. C'est comme ça qu'il faut voir la ZLECAf. C'est pas question de chiffres. C'est ça ce qu'il faut pas oublier. C'est aussi une question de chiffres, hein, parce que c'est économique. Bon, oui, alors, j'aimerais bien faire réagir, si vous le permettez, professeur Jdlan, pour un souci d'équité entre mes deux invités. Je fais réagir Zakaria Aboudab sur la ZLECAf et aussi sur l'Afrique dans les instances mondiales. On parle de ce bras économique de l'Afrique à l'ONU, mais il y a aussi l'Afrique dans le G20 pour renforcer cette influence africaine sur la scène mondiale. Alors, si Jdlan apporte le regard de l'expert, avec un optimisme, je dirais, de bon aloi, oui. C'est vrai que la réalité est très compacte et très complexe. Le problème, le déficit, si vous voulez, Madame Khadija, c'est que le commerce intrarégional africain est l'un des plus faibles au niveau international. Or, théoriquement, une zone de libre-échange, normalement, elle vient pour coiffer une situation économique déjà existante. Exact. On peut prendre l'exemple européen, généralement, qui est le plus proche de nous. En 51, il y avait ce qu'on appelle la CECA, la Communauté économique du charbon de l'acier. 57, la création, mais déjà les économies étaient avancées. Prenez le Benelux, par exemple, Belgique, Néderlande, Luxembourg. Bien avant, la CE était déjà coalisée et avait créé un marché intérieur. Et en même temps, il y avait une adéquation, et ça c'est important du point de vue de l'analyse, entre les structures politiques et les structures économiques. Les démocraties, droits de l'homme, on n'en parle pas. Et après, il y a la complémentarité ou les complémentarités. Malheureusement, nous manquons toujours de leadership affirmé, reconnu en tant que tel. Deuxièmement, les situations sont tellement contrastées. Si vous prenez les 54 États, les 5 régions africaines, les 8 communautés, etc., Nabil le sait très très bien, une disparité incroyable. Et vous avez raison tout à l'heure de citer les pays du Sahel, les 3, le Sahel central, le Mali, le Burkina et le Niger. Quand on voit cette réalité, malheureusement, on est en déphasage par rapport aux ambitions affichées par l'agenda 2063, depuis son élaboration en 2013, il y a l'agenda 2030, etc. Moi, ce que je vois, hélas, c'est la réalité, malheureusement, c'est qu'on relève la barre très haut. C'est vrai, les experts devancent parfois les choses parce qu'ils ont les formulations, les modélisations, mais la réalité est très compliquée. Maintenant, l'Afrique, au niveau du G20, moi, je crois que c'était une bonne chose d'avoir cette voix et d'être un peu dans les circuits internationaux en position de négocier, alors théoriquement d'égal à égal, mais dans la réalité, je l'ai dit tout à l'heure, il y a tellement de disparités, ça permet aussi de faire valoir des priorités. Ce que je remarque, c'est parfois le manque des études réelles, concrètes sur le plan de l'impact sur le vécu des citoyennes et des citoyens. C'est le but. Le vécu sur le porte-monnaie, sur le pouvoir d'achat. Absolument. Maintenant, la zone de libre-échange, elle est ce qu'elle est. Il est vrai, il fallait prendre le train en marche. Comme on dit, le réaliste ajuste les voiles. Mais on pourrait voir, pour moi, peut-être, à dose homéopathique, commencer par les communautés régionales. Si, par exemple, le Maroc appartient à une communauté régionale, bon, l'UMA, Sensad, etc. Oui. Mais les autres, on peut déjà commencer à opérationnaliser le libre-échange au sein de ces communautés. Nous en avons 8. Et après, mollo. Deuxièmement, quid de l'adéquation entre ces structures en tant que telles et les sommets organisés entre la Russie, l'Afrique, la Chine, l'Afrique, Corée du Sud, Afrique, Italie, Afrique, États-Unis, Afrique. Donc on voit qu'il y a une espèce de dispersion et que sur le plan du design institutionnel, même l'Union africaine, là on parle de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, oui, c'est un organe qui dépend du Conseil économique et social, ça va de soi, mais est-ce que les 54 États parlent de la même voix? Est-ce qu'ils ont les mêmes objectifs? Est-ce qu'ils ont les mêmes niveaux de développement et d'intégration? Quid des infrastructures, la logistique, les ports, les aéroports? Voilà les problématiques majeures. Moi, je crois qu'il faudrait aussi les interpeller par rapport à une ambition qui est tout à fait légitime, mais il faudrait absolument créer les conditions idoines pour l'implémenter. Alors, Nabil Jdlan, justement, parce que les pays, effectivement, les 54 pays africains sont certes dans un seul continent, mais ils ont 54 politique publique, j'ai envie de dire, et chemin de développement. Et on le voit ici et là, discrètement, plusieurs nations gravissent les échelons dans cette chaîne de valeur, notamment pour les véhicules électriques. Il y a aujourd'hui une rivalité sino-américaine sur le continent africain. Alors ma question est très simple. Sur les matières critiques, comment ne pas tomber dans le piège des minerais sans développement ?
quand je dis développement, c'est développement 360 degrés. À travers, pourquoi pas, cette commission aussi. Écoutez, je crois que pour que je sois clair sur cette question déjà de la ZLECAf, moi je suis d'accord avec tout ce que vous avez développé et dit, vous et chers amis. Donc je suis tout à fait d'accord qu'il y a des enjeux très importants. Mais est-ce qu'il y a d'autres voies? L'intégration régionale, pour interagir avec mon collègue, l'intégration régionale est bloquée dans plusieurs sous-régions. Si on va attendre la consolidation de l'intégration régionale, il faut chercher d'autres voies et on serait toujours trop faible. On a besoin d'être unis pour défendre nos intérêts. Et je crois que le fait de passer de 7 pays à 48 pays montre qu'il y a, pour la plupart des pays, une volonté de vivre ensemble. Il y a quelques exceptions, je suis d'accord. Il y a des enjeux de spécialisation au niveau international, il y a des enjeux de développement industriel, il y a de développement de choix de politique, de stratégie industrielle. Il y a ce problème que je peux lier au malaise hollandais. On parle de la spécialisation dans les matières premières. Oui, les matières premières étaient à un certain moment pour quelques pays une source de richesse, mais on voit actuellement qu'il est toujours, mais qui pourrait être source d'ennui avec les puissances économiques. Je suis tout à fait d'accord. C'est pour cela, ces pays ont besoin d'un cadre régional et continental pour se protéger. Parce que si l'Afrique part d'une seule voie à ces grandes puissances, il pourrait au moins imposer un pourcentage même minime de ses intérêts dans les négociations. Mais si chaque pays le fait seul, je crois qu'ils ne vont jamais le réaliser. Je crois que, on l'a dit d'ailleurs hier, avant on pensait que l'intégration monétaire et financière serait la solution à tous les maux. Mais actuellement, on voit, selon l'expérience de l'intégration européenne, que cela n'est plus suffisant. Je crois qu'il faut croire vraiment à l'intégration et réfléchir à une sorte d'intégration, je dirais entre guillemets, politique, dans le cadre de souveraineté nationale, dans le respect de la paix et du respect mutuel. Je crois qu'on n'a pas d'autre choix. Effectivement, les minerais devraient être utilisés comme outil de négociation, pour répondre à votre question, Madame Khadija, donc pour outil de négociation, pour ramener les investissements, pour augmenter l'attractivité africaine, mais augmenter l'attractivité africaine et faire en sorte de faire des transformations locales, des transformations qui ont de l'impact sur le niveau de vie, je suis d'accord, le niveau de vie des citoyens, pour développer le capital et consolider le capital humain et créer les compétences nécessaires pour ce développement. Je suis tout à fait d'accord. Donc ces minerais, c'est vrai qu'ils sont source de nuisances, mais il faut être utilisé comme un outil d'attractivité pour les investissements et pour cet objectif de transformation de l'économie africaine. Parce qu'on n'a pas le choix. Oui, alors, c'est parmi d'ailleurs les objectifs, c'est bien aussi, rapidement, il nous reste 1 minute, de revenir sur ce bureau sous-régional que vous avez évoqué de la CEA en Afrique du Nord, qui se trouve effectivement à Rabat, et dont les objectifs est de contribuer à la transformation structurelle et au développement équilibré par la mise en place d'un environnement propice à la création d'emplois. L'approche régionale, dans quelle mesure elle est aussi importante que cette approche globale, continentale, à travers cette commission. Je commencerai peut-être par vous, Zakaria Boudahab. C'est une démarche qui est encouragée aussi par l'ONU, parce qu'il faut remonter, il faut citer le chapitre 10 de la charte de l'ONU, qui parle des accords régionaux. C'est-à-dire qu'on le dit en arabe, les gens de la Mecque connaissent leur méandre. Ça veut dire qu'à petits pas, à dose homéopathique, par incrémentalisme, comme on le dit en politique publique, les personnes elles-mêmes peuvent s'approprier le contenu de leur niveau de développement et de leurs ambitions. Et c'est la raison pour laquelle la commission régionale a été créée pour ça, pour encourager l'intégration et le commerce ou intra-régional, développer les niveaux de vie, etc. C'est ambitieux, c'est important. Cependant, la grande question, à mon avis, et d'ailleurs la BAD même, la Banque africaine de développement, avait interrogé sur la capacité en termes d'infrastructures des États
destinataires de la zone de libre-échange à bénéficier in concreto des possibilités potentielles qui peuvent être générées. C'est la raison pour laquelle je dis aussi à Sinabil que le bilatéral doit aussi fonctionner, le régional. Ce que fait le Maroc au niveau de l'Atlantique, par exemple. Il faut chercher à adosser plusieurs niveaux de développement et par la suite, si toute l'Afrique, avec ses 54 États, est d'accord pour aller encore loin, mais on ne peut pas attendre le train de prendre tout le monde pour aller à la même vitesse. Exact. Voilà. Merci beaucoup, Zakaria Bouddahab. Un mot de la fin, Nabil Jedlan. Je rappelle seulement que l'intégration régionale est souhaitable, mais ça n'a pas marché depuis longtemps. Donc, l'intégration continentale a joué quand même l'effet domino et on voit très bien que des pays qui ne voulaient pas commercialiser, travailler ensemble, sont obligés de le faire ensemble dans le cadre de la ZLECAf pour justement profiter des avantages de cet accord. Je suis tout à fait d'accord sur la logique progressive, mais il faut savoir que l'intégration aussi est une question à géométrie variable. On ne peut pas attendre tout le monde. Oui. Voilà, exactement. Il faut prendre le train en marche. Merci. Oui. Merci à vous. Merci beaucoup, Nabil Jedlan. Malheureusement, le temps de l'émission est terminé. C'est moi. Merci, Zakaria. Avec plaisir, Leila Khadija. C'est la fin de Questions d'Actu. Très bonne soirée à tous.